Bonjour, bonjour à vous toutes et tous qui aimez les légendes et ça tombe bien parce qu'on va s'intéresser à celles qui se passent dans le monde de Trudvang. Alors, c'est une vidéo qui va concerner, comme l'indique spécifiquement le titre, la lecture et la découverte des règles de Trudvang Legends. Comme depuis un petit moment maintenant, j'aime bien faire ce type de vidéo pour apprendre à jouer à un nouveau jeu. C'est-à-dire que page après page, on va balayer toutes les règles, les lire, prendre le temps de les lire. Là, on est sur un bouquin de règles qui fait à peu près une quarantaine de pages. Déjà, lorsque en une session, une vidéo, on fait 10 pages, c'est pas mal, donc je m'attends à faire 4, peut-être 5 vidéos en fonction de ce que ça nous amène en réflexion. Il y a parfois matière à réfléchir, notamment si un point de règle ne me convient pas dans la façon dont j'ai envie de jouer à un jeu. Eh ben, ça veut dire qu'il y aura probablement une variante ou même carrément la suppression d'un point de règle. Alors, généralement, jusqu'à présent, ça reste assez marginal, soft, mais ça permet de vraiment recréer le jeu tel qu'on a envie d'y jouer et non pas tel que l'on doit le subir. Eh ben c'est parti. J'aime faire ce genre de choses. Ici, j'ai mis le plateau qui est raisonnable. On n'a que deux pans. Alors quand je dis, voilà, ça c'est un pan, vous voyez. Donc il est en quatre parties seulement. Mais de toute façon, on va y revenir au plateau puisque on va découvrir tout le matériel, vraiment savoir comment on va l'utiliser. Et ben c'est donc avec le bouquin et cette magnifique illustration. J'ai toujours peur pour elle là, qui vient d'éviter un coup. Alors, on y va. Déjà, ici, page de gauche, les légendes de Trudvang. Ça, je vais me le garder, c'est du fluff. Ça nous explique pourquoi nous sommes ici. L'introduction. Trudvang Legends est un jeu coopératif d'aventure épique dans lequel un à 4 joueurs endossent le rôle de courageux héros unis dans le but de repousser les forces des ténèbres, tandis que les ennemis, les événements et autres obstacles sont gérés par le jeu. Donc c'est du pur coopératif, narratif, avec un petit peu de figurines. Les pochettes fixées sur les plateaux du monde et d'aventure permettent d'enregistrer l'histoire, les connexions effectuées par les joueurs. Alors ça, on va regarder tout de suite. La particularité sur le plateau de jeu, là où il y a le découpage des régions, parce que je vous rappelle qu'on est plus sur du land crawler narratif que sur du dungeon crawler. Le point de vue est assez éloigné. Et ce qu'ils viennent de nous expliquer, c'est qu'il y a des pochettes qui sont fixées sur le plateau de jeu dans lesquelles on va venir insérer des cartes. Et je confirme, comme je l'ai évoqué au déballage, c'est que c'est très très serré. Donc au fur et à mesure qu'on va en faire l'utilisation, ça va finir par courber le plastique, voire même le casser. Je me demandais si avec un petit coup de cutter sur un coin là, ça valait pas mieux de faire comme un semblant d'ouverture pour donner de la souplesse pour aller insérer la carte. Je vais voir à l'utilisation, mais j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai pas des ongles de malade, mais enfin suffisant pour les glisser dessous. Bon, ça on verra. Donc on va retrouver ce système de pochette à la fois sur le plateau du monde, alors monde de la grande région, et puis aussi sur ce qu'il nous appelle le plateau histoire. Alors c'est malin et très bien fichu comme matériel, ça amène vraiment visuellement quelque chose de sympa sur la table. Par contre, ça prend une place monumentale. C'est comme si on avait en fait un plateau de jeu à 6 pans. Mais ça, pour les vidéos filmées, je ne sais pas comment je vais encore le gérer. On verra. Est-ce que... Ah, là, c'est un petit peu moins raide. C'est vraiment sur le plateau de la région où
Ils nous ont fait quelque chose de très, très rigide. Bon, on verra. Ensuite, chaque aventure fait partie d'une campagne qui se dévoile peu à peu et présente divers défis, mystères, épreuves, décisions et points d'intérêt que les joueurs devront surmonter et étudier. Chacun de vos choix sera crucial et laissera son empreinte, façonnant le futur du monde et de ses habitants. Le destin de Trudvang est entre vos mains. Chaque aventure fait partie d'une campagne. Oui, c'est vrai que avec le livre des sagas qui comporte 20 aventures, ces 20 aventures mises bout à bout forment la campagne. Moi, ce qui m'intéressera de voir assez rapidement, c'est si c'est plus facile de morceler la campagne ou bien si je vais la jouer d'une seule traite parce que c'est vraiment top super. Contenu gratuit, contenu digital. Je ne me suis pas intéressé à ça. Il faudra peut-être que je le fasse si j'y repense. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces règles? Les concepts de base, ok. Ce qui concerne la mise en place, ouais. L'aperçu du jeu, les règles de base, donc ce qui concerne le livre des sagas, les effets programmés, santé, bon là on a le classique de ce type de jeu, nos ennemis. Les runes, ah oui alors, particularité aussi, c'est qu'on ne jette pas de dés. On ne fait pas de tirage de cartes dans la majorité des cas pour les rencontres. Ça va être un système de runes via ces sacs qui sont propres, on en a 4, donc jusqu'à 4 aventuriers. Alors les couleurs sont flashy, hein. On ne craint pas les paumés. Mais en fait, nos tests de compétences caractéristiques vont se faire à base de runes. Et puis ensuite, lecture du livre des sagas, ok, et les différents points de règle qui termineront ce livret. Le matériel. Alors moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est le dépunchage. J'ai récupéré, mais ça on y viendra au fur et à mesure, pas de panique. Ce qu'on a vu, le plateau du monde, ok. Plateau aventure, oui. 10 fiches d'aventure recto verso et un plateau des points d'intérêt. Tout est regroupé là. Et ça, c'est une mécanique qui me plaît beaucoup dans le système de jeu, c'est que le plateau des points d'intérêt, c'est celui-ci. Ah oui, alors j'ai pas encore viré tous ces éléments-là. Voilà, et on va venir aussi y insérer des cartes pour un fil conducteur de nos aventures. Ah non, pas du tout, pardon, c'est pas les cartes, ce sont ces grandes fiches-là, fiches d'aventure C1 qui vont venir dessous comme ça et qui vont nous dévoiler les fameux points d'intérêt au fur et à mesure des histoires, puisque je vous rappelle qu'on a quand même 20 légendes, ou plutôt, là j'ai l'impression que on va s'amuser avec une légende composée de 20 aventures. 4 tableaux de bord de héros. Aïe, 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 aïe. C'est ce que je craignais quand j'ai fait le déballage. Eh bah oui. Ça prend une place monumentale parce qu'ils nous ont fait. Alors c'est gentil à eux. C'est très gentil à eux. Mais en plus, on a un visuel qui est super sympa. Tiens, ça en fond d'écran. Regardez. Pour les vidéos, nos futures parties, ça peut être super sympa. Ah ouais, cool. Donc pensez à en faire un visuel de ça. Mais par contre, c'est grand. C'est vachement grand. Ça prend une place monumentale. Je suis pas fan de ce genre de plateau joueur. Après, 2 fiches de plan d'aventure recto verso. Comme je l'ai dit au déballage, ça me fait penser à Fate Forge, hein. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment excellent. Déjà, le graphisme est super top. Ça me renvoie à mes sessions de jeux de rôle de Donjons et Dragons, Pathfinder ou Warhammer quand je faisais des photocopies couleurs des plans dans les bouquins. Qu'est-ce que c'était bien. Donc on va avoir beaucoup de points d'intérêt sur lesquels se rendre pour vivre nos fabuleuses aventures.
Les cartes héros. Alors, tiens, j'en profite au passage. Je vais vous montrer mes anciens porte-cartes que j'utilise. Alors, anciens, ils vont continuer de me servir ces porte-cartes. Tiens, ben voilà. Nova Etas, parfait. Vous savez, les porte-cartes format carte de visite que j'utilise parce que, bah, encore une fois, en termes de gain de place, c'est monumental, hein. Ça permet de mettre à la verticale, d'aller piocher dans le paquet qui nous intéresse tout de suite. J'en ai trouvé un version plus plus à B et M. Alors je ne sais pas si vous avez ce type de magasin de chaîne B et M. Voilà le nouveau format que j'ai trouvé. Alors quelle est la différence? Bon, on a 1 centimètre de plus sur le côté. Ce qui est, alors, si je vous montre le bon côté, ici, là, on a à peu près 1,5 cm de plus. L'intérêt d'une part, c'est qu'il n'y a pas de séparateur là. Et que ici, on a beaucoup plus de place à chaque étage. Alors, certes, va nous manquer un étage, puisque sur ce format de carte, on en a 1, 2, 3, 4. 4 hauteurs d'emplacement. Ici, on n'en a que 3, mais, c'est pas mal. Et je me suis aperçu en plus que les figurines des héros, bah, quasiment dans la majorité des jeux, vont tenir là. C'est sympa. Ah tiens, j'avais enlevé le cellophane que des 2 que je ne voulais pas jouer et j'ai pas encore déballé les héros. Donc voilà, petit aparté sur ce nouveau format de porte-cartes qui est quand même assez sympathique. Donc bah, nos cartes de héros, on ira les prendre après. Les 160 cartes de prouesse, ça va être réparti dans les paquets, je suppose. Prouesse, voilà, elles sont là. Prouesse, ouais, il y en a beaucoup. Bah, multiplié par 6 héros, on arrivera au chiffre de 160. Les cartes objets de départ, je suppose aussi que ça va être parmi nos paquets héros. Des cartes événements, des cartes histoire. À cette occasion, pour les cartes histoire, j'ai ressorti le porte-cartes que j'avais de Gloomhaven, qui était vachement pratique parce que en termes de format et de rangement, ça permet d'aller tout loger. Je les ai séparés en paquets de 40 cartes. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et puis au milieu, on a vu qu'on avait les événements. Alors, bizarrement, rien de bizarre, mais il n'y a pas beaucoup de cartes événements. Est-ce que ça va pas être trop redondant? Tout dépend à quelle fréquence on va aller piocher ces fameux événements. Mais si peu de cartes, ça peut amener très peu de variabilité. On va avoir un paquet de cartes ennemies. Les cartes de départ, ça sera pour nos héros. Les figurines, maintenant les figurines. On les a vues au déballage. Ce que je supposais être des figurines assez petites, c'est confirmé. On est à moins de 30 mm. C'est un petit 28, je trouve, parce que pour peu que la figurine, comme lui ou elle, non, lui, Mailing, il est tassé sur lui-même, ça fait encore plus rikiki. Bon, la peinture se fait bien, hein. J'ai bien avancé là en 48 heures sur les ennemis. Je me garde les héros pour la fin. Ah tiens, je m'aperçois que je n'avais pas sorti les figurines de navire. Ah, nos ennemis, justement, on a des Minocs, des Wargs, des Skog. Ouah la vache. Skog Troll. Skog Troll, des Draugres. Alors, Draugres, ce sont les squelettes en fait. Socle coloré que normalement je n'utiliserai pas. Les sacs runiques. Le dragon qui est vraiment très chouette, un Erki.
Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un géant? On verra. Blodugada, double tranche. Ça, ce sont les 3 boss, ce que je considérerais être les 3 boss. Et puis après, on va avoir des pions. Alors, les pions, les fameuses runes que l'on va mettre dans les sacs, il y en a 108 de 6 catégories différentes, avec des saloperies de runes obscurité. Là, il y en a 32, donc ça, je suppose que ça va venir pourrir notre sac de runes. On a de la pluralité, de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Pluralité, ça va être ces runes-là. Alors, les jetons sont assez petits. Ça me paraît pas gênant. On va avoir des pions de statut, négatif ou positif. 4 x 6, 24. Ouais, c'est ça. 6 de points de chronique, de la défense, de l'attaque, de la santé. Ah, ok, le C, c'est chronique. On peut gagner de la chronique ou on peut perdre des points de chronique. La défense, alors ça, ce serait quoi? Ah bah c'est un bouclier, donc ce serait de la défense. On peut gagner en santé ou en perdre. Et puis, si on a de la défense, on a aussi plus 1, je suppose que c'est à l'unité, plus 1, moins 1 en attaque. Les pions dégâts qui sont déclinés en différentes valeurs, 1, 5, 10. Ok. 12 pions points d'intérêt. Les pions points d'intérêt, ce sont ceux-ci. Alors, je les aime bien de par la forme, le choix que la lettre soit écrite, non pas carrément dans le même sens, mais comme ça de biais. C'est fun. Alors, jeton point d'intérêt, bah, se rendre à tel endroit, tel endroit. Un pion leader. Le pion leader, ça va être lui. Je suppose que c'est l'équivalent d'un jeton premier joueur. Un marqueur phase. Ah, il est là, mon marqueur phase. D'accord. Des marqueurs de santé. Je suppose, puisqu'on en a 4, un par plateau de joueur. Des marqueurs de chronique. Ah, je les ai mis là-bas. On va plutôt les centrer si ça concerne nos futurs héros. Des points d'expérience. Ça, ce sont des points d'expérience. D'accord. Le pion de groupe. Ah oui. Je dis ah oui. Ça ressemble à quoi? Bah, c'est sympa, hein. C'est un dessin qui rappelle les visuels utilisés à l'ancienne, il y a fort fort longtemps. Alors, pion groupe, puisqu'on est sur un land crawler, ou bien je l'utilise en mettant un socle transparent dessous. Ça va être fait pour symboliser l'endroit où on est, je pense. Mais alors dans ce cas-là, à quoi servent les figurines? Puisque sur le principe, ça me rappelle énormément Voyage en terre du milieu, où on va se balader de région en région, de tuile en tuile. Jeton groupe. Ah, à moins que, comme avec Fateforge. Alors là, je suis dans de la supposition, mais j'aime bien faire ça aussi, hein. C'est pas une lecture de règles à la bourrin où on enquille ligne après ligne. Euh, c'est une phase où je me projette. Je suppose que, en disant probablement pas mal de conneries, mais ça m'amuse. Donc le fameux pion groupe, si c'est comme dans Fateforge, ça permet de dire, ben voilà, on est là, on est là, on est là sur tel plan d'aventure. On voit Rabin. Revenons à nos pions moutons. Bon, toi, je peux te laisser là. Après, toujours en découvrant le matos, des pions dégagés ou bloqués. Dégagés ou bloqués. Ah ouais, ok, ils sont là. Ah, peut-être pour nous indiquer qu'un lieu est fermé, bloqué ou bien dégagé, on va pouvoir s'y rendre. Des pions génériques. Alors, merci d'avoir fait des jetons et non pas des cubes rouges. J'en peux plus des cubes rouges dans les jeux. C'est tellement impersonnel. Bon, là, on a des pions génériques. Ok.
Des pionquettes. Même chose, ils sont vraiment très jolis ces pionquettes. Alors on est avec Simone, un Cool Mini hors note, donc le matériel en lui-même, c'est pas une grande surprise. Ah, il m'en manque un, c'est normal, il est là. Voilà, les pionquettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On devrait avoir de quoi faire. 15 pions menace rectale versale. Les pions. Ah oui, ok. Ils sont 1, 2, 1, 2. Des menaces. Ce ne sont pas des ténèbres ou des pions qui représentent la phase de mythe, mais de la menace. Des pions ennemis. Tiens donc, pourquoi on a des pions ennemis alors qu'on a des figurines? Supposons que dans une région, on nous dise au début d'un scénario, placer un pion ennemi en Sylvanie, un pion ennemi à Magnord, et puis un à Dranvelt. Et lorsque l'on va se rendre avec nos héros dans telle ou telle région, et ben paf, on va nous dire, voilà, ici on a des squelettes, un dragon, une big menace à affronter. Ok, pion ennemi élite. Des pions ennemis élites qui... Oh la vache! Ils sont énormes. Alors peut-être qu'on les met sur les cartes pour bien se rappeler. Attention, là, on a affaire à une carte ennemie qui est élite. Enfin, un ennemi qui est élite. Ok. Alors il n'y en a que 4. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on va peut-être pas pouvoir en affronter beaucoup à la fois en espérant qu'ils n'ont pas des stats de dingue. Et 9 pions personnalité recto verso. Là, ça me ramène encore une fois à Fate Forge. Bon, il n'y a pas que Fate Forge, hein, mais vu que c'est un des derniers jeux que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui m'a marqué très récemment, dans Fate Forge, on a des jetons comme ça qui représentent des personnages, des personnalités très spécifiques. Là, on a l'air d'avoir un Jarl, un autre. Bon, on les découvrira au fur et à mesure. Alors, ils sont recto verso. Ah, non pas parce que il y en a 2 par pion, simplement parce qu'on a une face éclairée et une face qui ne l'est pas. Bon, ben, on les découvrira au fur et à mesure. Alors, c'est bien des pions, c'est bien aussi quand on a des cartes. Oh, un nain. Hop, hop, hop. Un big serpent. Bon, on verra ça. Ok, bah en termes de pions, en fait, vous voyez, ça tient là-dedans. Alors, le là-dedans, c'est un rangement que j'avais eu avec quand je jouais à Star Wars Assaut sur l'Empire, me semble-t-il. Ou c'était du Gloomhaven, ça, je ne sais plus. Non, si je l'ai sous-couché en métallique, ça devait être pour Star Wars, que ce soit dans le thème futuriste. Bon, bah voilà tout le matos. C'est déjà pas mal. Les concepts de base. Remarque. Dans le but de préserver la surprise et la découverte lors de vos parties, certains des éléments de jeu apparaissant dans ce livret, personnalité, compagnon, titre, carte, aventure, entrée ou point d'intérêt, ne sont que de simples substituts de leur contrepartie réelle. Ça, c'est bien. C'est gentil à eux de le préciser. Il va falloir que l'on aille jeter un coup d'œil tout de suite au plateau du monde. Donc, le plateau du monde, comme je l'évoquais, il est en seulement 4 parties. Et qu'est-ce que l'on nous vend avec ce plateau du monde? On a la décomposition en régions avec des frontières qui ne sont, j'allais dire que blanches, pas du tout. On a des frontières bleues pour la mer, frontières blanches pour séparer les régions. On a les pochettes pour mettre les cartes, le nom de la région et en blanc les frontières maritimes. Le plateau du monde représente les terres de Troudvang où se déroule la campagne. Il contient les éléments suivants.
Les régions, des zones séparées par des frontières qui peuvent ou non contenir des pochettes. Des emplacements régionaux destinés à recevoir des cartes-lieux. Les frontières séparent et limitent les régions. Deux régions partageant une frontière commune sont dites adjacentes. Les frontières maritimes, des frontières bleues spéciales qui ne peuvent être franchies qu'avec un navire. Et on a aussi le plateau d'aventure. Alors, rien de bien particulier sur le plateau du monde. À noter d'ailleurs, tiens, en parlant du fait qu'il n'y ait rien de particulier, on n'a aucune piste imprimée dessus pour ou bien un compteur de temps, un compteur ou un imprimé de cartes à aller positionner dessus. On va vraiment se concentrer sur l'aspect Landcrawler uniquement. Et ce que l'on veut maintenant, c'est le plateau d'aventure. Alors, je vais le mettre en biais, ce sera peut-être plus facile. Plateau d'aventure, on a 2 colonnes pour les zones d'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12, potentiellement 12 cartes d'histoire en même temps. On a les zones des phases ici. Zone des phases, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Avec les numéros de phase ici. Alors le plateau d'aventure fait un état du périple des héros et indique le statut et le comportement du monde. Il est divisé en 2 zones. La zone des histoires contient 12 pochettes destinées à recevoir des cartes règles de départ, des cartes de référence sur les règles de héros vaincus et le gain de niveau. On peut aussi y mettre des cartes monde qui déterminent le comportement mondial et certaines circonstances particulières du périple. On peut avoir des cartes personnalités que les héros auront croisées et occasionnellement des cartes de lieu. Et puis on a la fameuse zone en 6 parties des phases, 6 pochettes destinées à recevoir des cartes phases. L'ordre de ces cartes va déterminer le déroulement des différentes phases de jeu. Ce qui impliquerait que d'une aventure à l'autre, on n'aurait pas forcément les mêmes phases de jeu. Ça peut avoir un aspect pour renouveler les parties qui peut être sympa, si vraiment c'est utilisé dans ce cadre-là en tout cas. Ok, voilà pour les concepts de base, hein, rien à noter de particulier sur les 2 plateaux. Ensuite, le plateau des points d'intérêt. Il est là. On a les volets qui permettent de fermer les fenêtres. Et là, on a une fenêtre fermée. Là, il n'y a rien de bien méchant, hein. Ce plateau permet d'indiquer les différents points d'intérêt qui sont des lieux dans lesquels les héros doivent se rendre, des circonstances qui requièrent leur attention ou des ennemis à affronter de façon à progresser dans l'histoire. La poche située au verso de ce plateau sert à accueillir la fiche d'aventure en cours. Son recto contient 12 fenêtres qui doivent rester fermées, recouvertes par leurs volets. Elles ne peuvent être ouvertes que sur instruction spécifique du jeu. Lors de votre première partie, retirez les morceaux de carton qui couvrent les lettres de la fiche d'aventure, pressez-les tout en tenant le plateau à l'envers de façon à les faire tomber par l'ouverture de la poche. Ces éléments ne sont pas utilisés dans le jeu. Ouais, ces choses-là, là. On fait ça, on enlève ça. D'accord. Et ça, par contre, ça a presque le... Enfin, c'est pas presque. Ça aurait le look d'un œil. Ça, je les garde maintenant. Pourquoi? Parce que dans d'autres jeux, ça peut servir pour aller marquer quelque chose. Faire un mémo,
un visuel à un endroit, c'est noir en plus, on peut être dans l'esprit attention, et puis encore une fois, ça change de ces putains de cubes rouges. Je vous ai dit que j'en pouvais plus des cubes rouges. Ah, là, ça va m'agacer si j'essaie de m'escrimer à vouloir remettre ça bien pour l'instant. Ok, on met ça de côté. Tableau de bord des héros. Ah ben voilà, merci pour ce moment avec le plateau des points d'intérêt. On va aller checker maintenant donc le tableau de bord de héros. Il va y avoir pas mal à en dire, je suppose. Alors attention les yeux. Qu'est-ce qu'on a? Piste ici là. Cette piste-là, c'est la piste des échecs. Ok. Ça, c'est la piste de pioche. Combat piocher une fois 4 bazars et des séries de 3 bazars. Ok. Alors, des bazars carrés, des bazars ronds. Et si on fait un test, on pioche 7 fois des bazars ronds. Très bien. Bon, on va dire que ce sont des runes. La piste santé et chronique. Ah, ça sert à deux choses. Alors, à la fois pour la santé et chronique, c'était quoi? Ah oui, c'était ces pions-là. Donc, on va en avoir un de chaque par héros. On verra à la mise en place. Ok. La piste de statut. Hmm. Non, lui, il reste là, puisque là, c'est piste santé chronique. Donc là, c'est la piste de statut. Ça doit être les bonus qu'on arrive à cumuler au fur et à mesure. Emplacement des améliorations de prouesse. Et là, on va encore avoir besoin de plus de place parce qu'une carte, ben, elle est large. Alors, pourquoi ils ont pensé à faire des cartes aussi larges? C'est horrible. Alors oui, visuellement, quand on a un plateau devant soi de joueurs avec autant de choses, c'est assez immersif. Mais vive les cartes, là, ça nécessitait, c'est pas à moi de juger de ça, hein, mais ça aurait pu prendre seulement un format de carte mini, quoi. Bon, bah c'est pas le cas. Bah c'est sûr qu'on va pas peiner pour aller faire la lecture des informations sur les cartes, hein. Donc là, on a dit en haut à droite, amélioration des prouesses, ok. La défausse des prouesses, en bas à droite. Ça, ce sera notre paquet prouesse. L'emplacement de la carte héros. Ah, je suis Félérion et je suis ici. Ah, c'est un barde Félérion? Il y a le symbole d'une harpe. D'accord, emplacement de héros, c'est là que ça se passe. Emplacement d'objet, on a le sac, c'est facile. Emplacement des titres. Ok, ok, ça c'est l'emplacement des titres. Alors, la piste santé chronique indique la santé du héros et son montant de points de chronique. D'accord, donc on peut très bien avoir les deux jetons qui se superposent si j'ai 6 en santé et 6 en points de chronique. L'emplacement des objets contient les cartes objets. La piste de statut, elle a deux statuts permanents, un positif bleu, un négatif rouge. Trois emplacements destinés à recevoir des pions de statut temporaire. Et les statuts temporaires, c'était cela. Défense, attaque, point de vie, et puis chronique, me semble-t-il me souvenir. La piste d'échec, c'est ça la piste d'échec. Ça va être notre pire ennemi peut-être. Indique le nombre de fois où le héros n'est pas parvenu à attribuer des runes à ses prouesses, ce qui peut déclencher certains effets de statut sur le héros en fonction de la quantité de runes. Là, on est en positif bleu et négatif rouge.
avec un point neutre entre les deux. L'emplacement de carte héros contient la carte du héros. L'emplacement des titres contient les titres que le héros va acquérir tout au long de la campagne. Paquet prouesse, ça va correspondre à notre. C'était là. Ça va correspondre à notre niveau actuel. Emplacement des améliorations de prouesse, c'est contient le paquet prouesse du héros correspondant à son prochain niveau. D'accord. La défausse des prouesses. Ah non, pardon, paquet prouesse, c'est là. La défausse des prouesses, c'est là. Et l'amélioration, c'est là. D'accord. Bon, bah oui, on part de notre paquet prouesse et là, on a la défausse. Alors, en gain de place, je pense que je ferai que pour défausser une prouesse, je la mettrai sous le paquet prouesse face visible. Et puis la puissance de pioche. Qu'est-ce que c'est que ça, la puissance de pioche? Ah oui, c'est là. Le nombre standard de cartes prouesse que le héros pioche en combat, ainsi que le nombre de runes piochées lors des tests. Ok, ça veut dire par contre que pour chaque héros, on va avoir le même nombre de pioches, puisque c'est la même inscription sur les 4 plateaux joueurs. Mais après, je suppose que ça peut varier en fonction de notre classe de personnage et du personnage lui-même. Bon, les cartes héros justement, que l'on va venir positionner ici. Alors, bah tiens, je vais rester avec Félérion pour la découverte. Parce que quand j'ai fait le déballage, je me suis tout de suite projeté et attaché à ces quatre-là. Maeling, Katli, Bria et Lidana. Voilà. À voir en fonction de leur capacité, leur dénomination, mais au visuel, vraiment, c'était les quatre qui sont tout de suite sortis du lot. Mais on va s'intéresser à Félérion. Donc ça va venir là. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a sa classe de perso, son nom, sa santé, les effets d'épuisement. Alors là, ce sont les runes de départ donc, que l'on va venir mettre dans son sac. Et son effet d'épuisement, remettez les dernières runes piochées dans le sac. Si on compare avec Volgre, pas la même classe, pas le même nombre de points de vie de départ. Ah ouais, ok. Et donc, les runes de départ sont différentes. Par exemple, Volgre, il va démarrer avec 4 runes de feu, alors que Félérion, une seule. On aura le même nombre de runes d'obscurité. D'accord, donc là déjà, ça va changer d'un perso à l'autre. Alors, la santé, c'est la santé initiale ainsi que son maximum. Donc Félérion démarre avec 10 de santé. Les runes de départ, le nombre et le type de runes initialement comprises dans le sac de runes du héros. Félérion, tu auras le sac orange. Et là, on va commencer à aller chercher 2 runes d'eau, 4 runes de vent. Alors, c'est pas le terme exact, il faudra que je me les mette en tête. 3 runes de nature verte, une seule rune de feu et 5 runes pourries de 3, 4, 5. Et là, ça rejoint un bon nombre de critiques qui étaient faites par rapport à cette pioche de runes pour réaliser des combats ou des tests. C'est que c'était pas évident, vraiment compliqué d'avoir des résultats faciles.
Et d'ailleurs, on a 3 et 1, 4 et 4, 8, 9, 10. Pour 10 runes positives, on va considérer que ce sont des runes positives, on en a 5 qui sont négatives. Donc on a une chance sur... Je ne sais pas si mon raisonnement va être bon. Hein. Pour moi, on a une chance sur 2 d'aller piocher une rune négative. À voir. Alors ça peut être contrebalancé facilement. Ça me rappelle ce que j'avais fait avec le jeu de cartes... Ah mince, avec Cthulhu, la campagne de la zélatrice. Bon, vous l'avez, hein. Vous l'avez, moi ça me revient pas. Mais même chose, on allait piocher. Et en fait, j'avais fini par enlever des pions échecs parce que c'était vraiment trop punitif. Bon, à voir s'il faudra faire la même chose. Ça va prendre encore plus de place parce qu'il va falloir les laisser pas loin. Ok. Après, donc la classe, c'est le rôle de notre héros, les effets d'épuisement. Ça indique un effet optionnel qui se déclenche lorsque le joueur décide d'épuiser sa carte héros. Si un effet de jeu force le joueur à épuiser cette carte, le héros n'en reçoit pas le bénéfice. Donc si j'épuise Félérion, je remets les dernières runes piochées dans le sac. Pour l'épuiser, peut-être qu'il faudra dire on le met comme ça. Mais alors ça veut dire que si j'épuise Volgre, remettez les dernières runes piochées dans le sac, c'est la même chose. Mailing, remettez les dernières runes piochées dans le sac, bah c'est pareil pour tout le monde. Lidana, remettez les dernières runes, oui d'accord. C'est juste un rappel quoi. Ouais, ils ont tous le même effet d'épuisement. Mais si c'est un effet de jeu, on n'en reçoit pas le bénéfice. Par contre, si c'est nous, en cours de jeu, qui décidions de s'épuiser, là, on en a le bonus. Donc autant le faire nous-mêmes pour peu qu'on le puisse. Les effets d'échec. Ils sont où les effets d'échec? Pourquoi il n'y a pas d'effet d'échec là? Effet d'épuisement, effet d'échec. On est recto verso. Mais oui, recto verso. Ok. Alors, effet d'échec indique l'effet qui se déclenche lorsque le héros est épuisé et qu'il atteint la fin de la piste échec. Ok, donc pour s'épuiser, on retourne la carte. Et par contre, quand on arrive à la fin de notre piste d'échec, on doit déclencher ça. Ah d'accord, défausser un bénéfice bleu qu'on pourrait avoir là. Et par contre, ah bah ça c'est le symbole d'échec. Ok, d'accord. J'ai envie d'être d'accord. Les classes. Chaque héros appartient à une classe qui indique la voie que le personnage a choisie dans la vie, ainsi que les expériences dont il a pu bénéficier avant le début de l'aventure. Chaque classe possède un objet de départ spécifique, ainsi que son propre paquet prouesse. La classe d'un héros peut également lui fournir des indices qui l'aideront à prendre des décisions au cours de la campagne, et également influer sur la difficulté des tests ou les dégâts subis. Certains tests ne peuvent être effectués que par une classe donnée, tandis que d'autres verront leur difficulté modifiée. Il peut même arriver que l'appartenance à une classe donnée octroie des succès automatiques. Ok, on est dans un esprit jeu de rôle pur. En jeu, chaque classe ne peut être représentée que par un seul héros. Les classes présentes dans le jeu de base sont les suivantes. Ah mais oui,
Il y a 3 extensions, 3 ou 4 extensions qui étaient disponibles via le Kickstarter. Merci à vous d'ailleurs de m'avoir malheureusement chagriné sur le fait que les boîtes d'extension ne sont absolument pas prévues en VF pour le moment par Cool Mini or Not. Donc, une des seules façons de les avoir, ce serait de s'intéresser au marché de l'occasion. Que les gens qui aient pledgé ont tout reçu en français et ne veulent pas garder le jeu, même si ça m'obligerait, pour peu que le jeu me plaise de fou, même si ça m'obligerait à aller racheter une boîte de base, et bah tant pis, si je peux avoir les 4 extensions d'un seul coup en VF, ce serait bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il précise que chaque classe ne peut être représentée que par un seul héros. Par rapport aux extensions, si on chope 2 nouveaux bardes, on ne pourra pas pour une seule aventure à faire un groupe de 3 bardes. Ce serait pas du tout équilibré par rapport au bonus que ça va nous donner, le fait de mixer différentes classes. Alors justement, la classe de barde qui concerne Félérion, divertissant, érudit et polyvalent. Les bardes sont aussi à l'aise avec une lame qu'avec la magie. Ils peuvent faire preuve d'une intuition exceptionnelle vis-à-vis des lieux et des gens croisés lors de la campagne. Ils excellent généralement dans les tests de charisme. Le tisseur de Wittner. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, c'est Katli. Elle est tisseuse de Wittner. Maître de la magie et tisseur de cette mystérieuse énergie appelée le Wittner, les tisseurs de Wittner sont aussi connus sous l'appellation de lanceurs de sorts, sorciers ou conjurateurs. Ils disposent d'intuitions particulières vis-à-vis des enchantements secrets. Ils sont souvent confrontés à des tests spécifiques d'intelligence afin de lancer des sorts. Ok, un lanceur de sorts dans un groupe, c'est toujours bien. Arpenteur des brumes. Ah la vache, si ça claque pas, ça, c'est Lidana qui est arpenteuse des brumes. Vas-y, vas-y, prends le temps de tomber, de glisser gentiment, Lidana. Alors, les arpenteurs des brumes, ils vivent au nom de leur Dieu. Par la prière, ils lient leurs esprits à une puissance divine afin de bénéficier de compétences et de capacités hors du commun. Les arpenteurs sont généralement capables de réduire les dégâts subis de façon significative, que ce soit pour eux ou pour tout le groupe. Ils peuvent également deviner les intentions des PNJ qui croisent leur chemin. Ah, alors, à noter que, donc là, on aurait quoi? Un esprit de clerc, et ils n'ont pas de compétences qui sortent du lot. Le barde, c'était le charisme, le lanceur de sorts, c'était l'intelligence, alors que l'arpenteur des brumes, il n'y a rien qui se dégage. Ok. Après, on va faire appel à un guerrier. Volgre. Ces redoutables berserkers surnaturels, forts et puissants sont à la fois craints et respectés. Les guerriers excellent dans les tests de force et peuvent parfois défier les PNJ ennemis en duel et ainsi protéger les autres héros. Ok, c'est vraiment la big force de frappe. D'accord, on a notre tank là. Hein. L'arpenteur des brumes, on est plus sur un support. Le barde, je le verrais aussi comme un support. Tisseur de Wittner avec ses sorts, ce serait plus un DPS. Après, une autre classe que j'aime beaucoup, c'est le rôdeur. Le rôdeur, ce serait Maeling. Vagabond des terres sauvages, explorateur, éclaireur et habile chasseur. Les rôdeurs sont capables de prédire la météo et de traquer les bêtes les plus féroces. Ils disposent généralement de grandes connaissances sur les créatures qu'ils croisent et sont à même de réussir à tout type de tests relatifs au dressage de celles-ci, ainsi que pour suivre des pistes ou trouver des indices. Alors, ils n'excellent pas dans une capacité spécifique. Avec l'arpenteur des brumes, ils sont
a priori sur le même plan. Et lui, c'est tout ce qui est lié à la nature, le bon vieux rôdeur, hein. Alors, on est vraiment typé dungeon crawler jeu de rôle sur la fonction des uns des autres. Alors ça me plaît beaucoup, hein. Et puis on va en finir avec le malfrat, qui est Bria. Paria et escroc, les malfrats sont spécialisés dans l'assassinat ou l'espionnage et vivent toujours en marge de la société. Ils sont susceptibles de réussir les tests d'agilité, en particulier ceux relatifs à la duplicité et au vol. Mhm. Et là, ça m'amène à penser que si je... Alors, je ne sais pas comment c'est foutu. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choix narratifs quand on fait les aventures les unes à la suite des autres, ou est-ce que c'est vraiment symbolique? Mais généralement, j'aime bien avoir une ligne directrice pour le groupe de héros, ou bien totalement neutre. Et puis là, on va appliquer les choix d'aventure que l'on va faire en fonction du personnage que l'on va jouer sur le moment. Ou alors un groupe spécifiquement loyal bon, donc rien de négatif vis-à-vis des autres. Quand je dis les autres, c'est on ne vole pas une mère de famille dans le besoin, on ne réclame pas des récompenses systématiquement, ou alors à l'inverse, un groupe plutôt pourri. Et là, je vous renvoie à ma campagne de Gloomhaven avec les trois salopards, où on est sur un profil de connard, tout bêtement. Donc, malfrat, duplicité, vol, à voir. Pour l'instant, donc, je maintiendrai bien le groupe avec Katli, Bria, Lidana et Mailing. Donc, on n'aurait pas une force de frappe avec le nain. Si le jeu est bien équilibré, on peut vraiment composer un groupe de 4 comme on veut. On ne devrait pas avoir de soucis. Si le jeu est mal équilibré, ça peut se ressentir sur les combats, s'il faut systématiquement, impérativement avoir quelqu'un qui tabasse et, comme ils l'ont spécifié aussi, provoquer les PNJ en duel. Ça, est-ce qu'on peut vraiment dire Volgre, il focus il prend l'aggro. Voilà, c'est ça dans les jeux vidéo, on prend l'aggro et les ennemis ne vont être que sur Volgre et ça permet aux autres de souffler et de faire du DPS. On verra bien. La mise en place. Parce que là, on nous a parlé et on a découvert nos classes de personnages, d'accord, avec le tableau de bord, mais on ne nous a pas encore demandé de venir vraiment positionner tout ce qu'il fallait. Donc, on va passer à la mise en place et ça va être la mise en place de base. Placer le plateau du monde au centre de la zone de jeu, G. Placer le plateau aventure à côté de celui du monde, OK. Choisissez l'aventure déverrouillée ou la quête annexe. Ah, on peut avoir des quêtes annexes que vous allez jouer. Prenez la fiche d'aventure correspondante et glissez-la face visible dans la poche du plateau des points d'intérêt, donc cette fameuse poche-là. Assurez-vous que toutes les fenêtres sont fermées et évitez de lire la fiche afin de ne pas gâcher le plaisir de la découverte. Placez le plateau des points d'intérêt à côté de celui du monde. Prenez les cartes histoire ainsi que le présentoir et placez-les à côté du plateau des points d'intérêt. Ne mélangez pas ces cartes. Le présentoir, alors ils font référence à ce truc-là de Trudvang. Bon, moi pour l'instant je m'en sers comme pour, pour mettre les points de règle, les attaques ennemies et les prouesses. D'ailleurs, c'est les prouesses de quoi ça? J'en sais rien. Voilà, j'avais 4 cartes prouesses. Et donc le présentoir, quand on a vu les composants, ah, c'est bien ça, ils n'y ont pas fait référence. Bon, bah ça ne peut être que ça, hein.
Alors là, on est sur le texte de la mise en place. Est-ce qu'on a des numéros? Oui. Ah bah voilà. C'est ça, présentoir dans lequel on vient mettre les cartes aventure. Bon, peu importe, moi les cartes aventure, je vais les laisser là-dedans. On verra par la suite. Donc les cartes histoire, ne les mélangez pas, ok. Prenez les figurines d'ennemis et placez-les à portée de tous les joueurs. Yes. Ah, alors, puisqu'on parle des figurines ennemies, je n'ai sous-couché que celui-ci, la Badouya Gaga, là. Non, c'est pas lui qui a un nom bizarre. Petite révision. Comment tu t'appelles, toi? Tu es un quoi déjà? C'est le double tranche. Double tranche. Lui, il s'appelle double tranche. Par contre, j'ai pas encore sous-couché cela parce que je ne sais pas trop le schéma de couleur que je vais prendre. Mais, quand je vous disais que j'avais avancé pas mal sur les ennemis, j'en ai 12 de fait. Voilà. Hop là, les Minotaures. Alors ça s'appelle pas Minotaure parce que ce n'en sont pas. Donc j'ai fait du tabletop hein, comme d'hab, mais au moins j'ai pris le soin de mettre plusieurs couleurs tout de suite pour ne pas regretter après, comme ça avait été le cas avec Nova et Tas. Bon, ils sont faciles à peindre, hein, il n'y a pas trop de soucis. Et puis ça, ce sont les je sais plus quoi. Mais enfin bon, c'est bien, c'est motivant. J'ai fait ces 12 labs hier, dimanche, pour tout vous dire. Et ça a été assez rapide. Alors assez rapide, une demi-heure par figurine max. C'est ce que j'essaie de maintenir en rythme. Et c'est pas déconnant. Ok, donc les ennemis à portée bien évidemment. Chaque joueur choisit un héros et reçoit les éléments suivants. La figurine et la carte héros correspondant à son choix. Tout à fait. Un sac de runes, G, ainsi que le socle coloré de la couleur correspondante qu'il fixe à la base de sa figurine. Non, ça, on s'en passe. Les runes de départ indiquées sur la carte héros, ouais, qu'il met dans le sac. Un tableau de bord, ouais. Ensuite, chaque joueur prend les éléments suivants qu'il place sur son plateau de bord. Sa carte héros face visible, un marqueur de santé dans l'emplacement de sa santé et chronique qui correspond à la santé de départ du héros. Donc on aurait en départ à la fois la santé et à la fois la chronique. On serait comme ça. Ah non, alors, pardon. D'abord, on place le marqueur de santé sur la piste santé chronique, qui correspond à notre valeur. Et ensuite, un marqueur point de chronique dans l'emplacement 0 de sa piste de santé et chronique. Donc plus on va gagner en points de chronique, plus on va pouvoir les dépenser. C'est l'équivalent de nos points d'expérience, si je comprends bien. L'objet de départ de sa classe de héros dans l'emplacement des objets. Objet de départ. Compétences, compétences, compétences. Parade, parade. Attaque, attaque. Ah, papapap, est-ce que ce serait pas? Est-ce que ce serait pas ça? Non, compétences. Bon, c'est marqué derrière ou pas? Prouesse, prouesse, prouesse. Non. Compétences. Tchouk, 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 tchouk. Continue de balayer, hein. Partez pas très loin. Là, on a un objet. Ah bah voilà. Ok. Notre objet de départ.
Est-ce qu'il va bien ici, cet objet de départ, en point numéro 7? Ouais, wesh wesh. Donc lui, qu'est-ce qu'il a, notre ami Félérion, là? Le visuel est fun, ça rappelle que l'on est barde. 2 points de chronique, ça déclenche rapide. Une attaque de 1 héros au choix inflige 3 touches ou 3 dégâts. Mais ça coûte 2 points de chronique, donc tac, on pourrait les dépenser. Ah ouais, donc lui, il va faire yo-yo à chaque fois. D'accord, donc on est en soutien, hein, c'est bien ça. Rapide, ah non, c'est un mot-clé. Il est en gras, ça a l'air d'être un mot-clé. Donc pour une utilisation rapide. D'accord. Après, pour les parties en solo, consultez les instructions page 33. Sinon, on enchaîne avec mélanger les cartes événements et placer le paquet ainsi créé face cachée à portée de tous les joueurs. Alors, les cartes événements, c'est malheureusement ce paquet qui n'est pas bien fourni. Peut-être que lors de la campagne KS, ils ont débloqué en stretch goals des cartes événements plus. Mélanger les cartes attaque de l'ennemi et placer le paquet ainsi créé face cachée à portée de tous les joueurs. Alors, les cartes attaque sont là. Ça me fait penser à Gloomhaven. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dans le corps? Ouais, bah c'est ça, -2, -1, +0, +1. Puis on va avoir du +2. Ah, le fameux échec. Waouh, on a un +3. Et ça n'est lié qu'aux ennemis par contre. On va pas s'en servir, nous. Dans Gloomhaven, le modificateur d'attaque sert à la fois aux héros et à la fois aux ennemis. Là, c'est vraiment que eux. Bande de fumier, ok. Mélangez les cartes prouesses du weird et placez-les dans le présentoir avant les cartes histoire en dissimulant leur recto à la vue des joueurs. Alors ce sont les 4 cartes weird, mais qui portent le nom prouesse quand même. Mélangez les cartes prouesses du weird et placez-les dans le présentoir avant les cartes histoire. Donc on serait comme ça. Mais une fois qu'elles sont mélangées. Et il n'y en a que 4. Alors qu'est-ce que vous nous vendez? Compétences, pouch. Gagner 3 chroniques. Si vous vainquez un ennemi lors de ce combat, retirez cette carte. Si vous vainquez un ennemi, retirez cette carte, retirez cette carte, retirez cette carte. D'accord. Et on pourrait venir mettre nos runes là-dessus? Hmm. Ouais, alors c'est vrai que les runes, elles vont partout tout le temps. Ok, donc là, nature ou vent, si on complète, on gagne 3 de chronique. D'accord, je vois à peu près. Bon, bah on va les mélanger. Et ça vient là. Effectuer toute étape de mise en place supplémentaire en fonction de votre avancée dans le jeu, voire soit première aventure, colonne de droite, ou bien partie en cours, page 10. Ok, oui, pour faire pour reprendre la partie là où on l'avait laissée. Après, placez le marqueur phase sur la première pochette occupée de la zone des phases du plateau aventure. Le marqueur phase, on a vu que c'était celui-ci ou celui-ci. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Marqueur phase, c'est le foncé. D'accord.
D'accord. Et donc ce marqueur phase, c'est le point 12. Alors j'espère qu'on n'aura pas beaucoup de manipulation. Mais là, je parle pour le bien des vidéos, hein. Parce qu'il y a des choses que dans ce cas-là, je ne pourrais pas vous montrer. Ah bah oui, 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 bien sûr. Phase. Donc ça va initier la première phase et donc en dessous la première carte que l'on va avoir. Là on était en point 12. Yes. En 13, trier les pions restants par type et créer des réserves individuelles. C'est fait. Les pions runes restants, les points d'intérêt, quête, statut, dégâts, XP, les pions dégagés bloqués, groupe générique, les ennemis élites et personnalité. C'est bon, on a tout ce qu'il faut là. C'est bien, Fédérion, ça prend forme ton histoire. En 14, choisissez un joueur qui sera le leader, d'accord. Et donnez-lui le pion leader. Alors, le pion leader, bah, pour le coup, c'était celui-ci. Laissez les fiches de plan d'aventure dans la boîte. Donc, ce sont les deux fiches recto verso. On ne les prend que lorsque l'aventure ou la quête annexe en cours vous demande de le faire. Ouvrez le livre des sagas à la page indiquée au bas de la carte aventure quête annexe, et commencez la partie en lisant l'entrée d'introduction. Important, lors de votre première partie, la seule aventure disponible est la C1, l'enfant de la lumière, livre des sagas, page 3. Ouvrez le livre des sagas à la page indiquée au bas de la carte aventure ou quête annexe. Alors les cartes aventure ou quête... Ah bah oui, couillon, c'est tout le gros bloc que l'on a. Quand c'est notre première aventure, chaque joueur prend les éléments suivants qu'il place sur son tableau de bord. Les cartes prouesses de niveau 1. Alors là, on n'a que des cartes prouesses qui nous restent. Et il va falloir trier niveau 1, niveau 1, niveau 1. 2, 2, 2, 2. Ça, il n'y a pas de niveau. Alors ça, c'est une prouesse de niveau 1, donc je suis tenté de les prendre. Et on en a combien? C'est pas précisé. Les cartes prouesses niveau 1 de son héros et de sa classe mélangées face cachée dans l'emplacement paquet prouesse. Bon, bah niveau 1, niveau 1, niveau 1. Sonate, chant du repos, frappe légendaire, légendaire. Là, on est sur du légendaire. Donc, dans l'idée, je ne prendrai pas ces cartes-là, mais 2, 4, 6. On aurait 8 cartes. Les cartes prouesse niveau 2 de son héros et de sa classe mélangées et face cachée dans l'emplacement amélioration de prouesse. Alors attendez, on va déjà remélanger ça, ouais. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Pourquoi je suis circonspect? C'est parce que ça, si c'est mélangé, ça va être du hasard. Douce mélodie. Vous et un autre héros gagnez chacun un point de chronique. Parce qu'il nous joue à la harpe une douce mélodie. Pourquoi pas? Alors, paquet prouesse, on est là. Niveau 2 du héros et de sa classe, mélanger face cachée dans l'emplacement. Amélioration, ce serait là. Tout ce qui est niveau 2. Je ne veux pas de légendaire, je veux du niveau 2. Et je ne veux pas de légendaire pour l'instant. On en a 2, 4, 6, 8, ce qui est normal puisqu'on avait 8 cartes de niveau 1. Et c'est là où on voit que... Aïe, 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 il va falloir pousser les meubles.
Alors heureusement, on n'a pas besoin de venir mettre des cartes au-dessus et en dessous, hein. Ok. Et c'est prouesse ultime, face cachée au bas du paquet prouesse niveau 2. Dans l'emplacement amélioration de prouesse. A, B. A et le B est là. C'est prouesse ultime, face cachée au bas du paquet prouesse de niveau 2 dans l'emplacement des améliorations de prouesse. Donc là-dedans. Et on nous parle de compétences ultimes. Alors, compétences ultimes, je suppose qu'il faut comprendre légendaire, légendaire, légendaire. Ça, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Ah, ultime. Ah, papa, pardon, pardon, pardon. On nous parle des cartes prouesse ultime. Ultime, ultime, légendaire, légendaire, légendaire. On n'aurait que 2 cartes ultimes. Bon. Ah ouais, c'est 2 prouesses ultimes, face cachée au bas du paquet prouesse niveau 2. Qu'est-ce que je... Non, là, je les ai mal positionnés. Là, on a dit que c'était la défausse. Et donc, en bas du paquet prouesse niveau 2. Sur l'emplacement des améliorations. Ah, bon, d'accord. D'accord, d'accord. Donc ça concernait la mise en place d'un héros pour la première aventure. Et après, en fonction des numéros affichés sur leur dos, glissez les cartes phases de départ dans les pochettes de la zone des phases du plateau aventure. Alors, là, il me reste les cartes phase de départ. Règle, lieu, 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 phase. Phase de départ 2, 3, 4. Alors, pourquoi j'ai pas une phase de départ numérotée 1? C'est perturbant. Ou alors, je l'ai laissé coller à un autre paquet. Alors, voyage. Voyage, engagement, exploration. Voyage, engagement, exploration. Ok. Deuxième pochette, troisième pochette, quatrième pochette. Ah non, d'accord, il n'y a pas de une, puisque de toute façon, ce sera forcément la numéro 2. Et sur la une, on a déjà le jeton, premier jeton de phase. Alors, et c'est là où on va voir si on crise. Voyage dans la deuxième pochette. Vous voyez, si je fais ça déjà, c'est tellement rigide, je ne peux pas. C'est pas comme un sleeve. Bon. Face visible ou pas? Affiché. Ouais, bon, c'est pas précisé, mais je vais supposer que ça va être face visible. Après, on a l'engagement en phase 3. OK. Et puis, l'exploration en phase 4. Quatrième pochette. Voilà. Alors, voyage. Chaque héros situé dans une région dénuée d'ennemis liés à un point d'intérêt peut se déplacer dans une région adjacente. Un héros perd 1 de santé par ennemi présent dans la zone qu'il quitte. Ou bien il est nécessaire d'être à bord d'un navire pour franchir les frontières ennemies. Ouais, ça c'est un mémo de règle alors. L'engagement. Les héros combattent les ennemis et activent les personnalités qui se trouvent dans leur région ou piochez et résolvez une carte événement pour chaque région dénuée d'ennemis qui abrite au moins un héros ne se trouvant pas sur un navire. Les héros ne peuvent résoudre que les événements situés dans la région qu'ils occupent.
Ah oui, 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 d'accord, 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 d'accord. Phase 1, là, il a l'air de rien se passer. On entame la phase de voyage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un déplacement si on n'a pas d'ennemis dans notre région, pour se rendre dans une région avec un point d'intérêt. Ou alors, on peut perdre un point de santé par ennemi présent dans la zone que l'on quitte, si on veut vraiment faire ce déplacement. Ou alors, on nous rappelle que pour franchir des frontières maritimes, donc bleues, on doit être dans un navire. Quand on passe à la phase d'engagement, ou bien on combat, ou alors on interagit avec des PNJ, des personnalités qui se trouvent dans notre région. Si on n'applique pas ça, on peut piocher une carte événement. Alors ça a l'air d'être un ou obligatoire, hein. S'il n'y a pas une de ces deux options, on va passer à celle-ci. On pioche un événement. Pour peu qu'il y ait au moins un héros, pas sur un navire, et il n'y a que le héros qui va piocher l'événement qui va pouvoir le résoudre. D'accord. Et puis après, on attaque la phase exploration. Les héros situés dans une région dénuée d'ennemis peuvent interagir avec un point d'intérêt ou un lieu se trouvant dans leur région. Sinon, on saute la phase. Alors, selon les légendes en cours, les aventures en cours, on pourrait avoir jusqu'à 6 phases de jeu. Pour l'instant, ça regagne la phase numéro 1. Ok. Alors, numéro affiché. Glisser les cartes, règle de départ suivante. Phase visible dans les 2 premières pochettes de la zone des histoires du plateau d'aventure. Héros vaincu et gain de niveau. Règle de départ, gain de niveau. Règle de départ et héros vaincu. Après, il nous restera que 4 lieux de départ. Ok. Ok, dac. Donc, héros vaincu d'abord et gain de niveau. Et il y a un ordre ou pas? Point C. En point C, on les met les unes à côté des autres. Et moi, j'ai foutu le bordel parce que je n'avais pas soulevé correctement toutes les pages du livret. Ça, c'est la pioche prouesse. Ça, c'est prouesse, je ne sais plus. Et on a 10 points de vie. Bon, c'est bien parce que c'est la mise en place. Il va falloir que je trouve un moyen de pallier à manipuler trop souvent ce bazar-là. Donc, héros vaincu, c'est un point de règle. Si un héros est vaincu, il revient en jeu au round suivant avec une santé de 6. Ah d'accord, on meurt pas quoi. Si un héros est vaincu, il revient en jeu au round suivant avec une santé de 6. Il ne détient pas de carte weird. Ajoutez-en une au hasard à son paquet prouesse et mélangez-le. Alors les cartes weird, bon, faudra qu'on mette la main dessus. Si la zone des histoires, donc là, ne contient pas de carte obscurité, ajoutez-y également la carte CS 156. Ah oui, alors les cartes CS, ce sont les fameuses cartes histoire CS quelque chose. Et ça, c'est la règle à appliquer si on a un héros qui est vaincu. On a dit, ça vient là. Ah la vache, c'est tendu serré, hein, un vrai string. Et la règle des gains de niveau. Les héros gagnent un niveau en amassant 3 comme ça. Ça porte un nom spécifique, il faudra le retenir.
Défausser 3 comme ça et piocher les 3 premières cartes du paquet amélioration. D'accord, on dépense 3 jetons, on vient chercher 3 cartes au pif. Choisissez une prouesse à améliorer, défaussez la version inférieure du paquet prouesse, remplacez-la par l'amélioration. Parmi les 2 cartes restantes, placez-en une au sommet du paquet et l'autre en bas. Quand un héros a amélioré toutes ses prouesses de niveau 1, il peut également ajouter une prouesse ultime à son paquet. Ok, donc il va pas falloir mélanger à chaque fois le paquet prouesse qui nous sert d'amélioration parce que il y a une carte qu'on va mettre au sommet. Donc on est sûr, si on a un tant soit peu de mémoire, on est sûr que sur les 3 prochaines cartes d'amélioration de niveau, elle fera partie des 3 cartes piochées. Ok, donc ça c'est une nouvelle, une règle permanente plutôt à conserver. Ok. Est-ce qu'on en a fini avec le plateau histoire? Pas du tout. Glissez les 4 cartes lieu de départ dans les pochettes. Elles sont où? Elles sont là. Dans les pochettes de région. Ah oui, dans les pochettes de région suivantes. La cité de Storhavn, en Vidland. Storhavn. La cité de Magnord. Ah oui, alors, puisqu'on est en Scandinavie, enfin, on n'est pas en Scandinavie, pardon, mais c'est apparenté à tout cet univers scandinave. Le J se prononce Y, parce qu'on dit un Jarl. Donc là, ce serait Magnord, dans la région de Magnord. La carte de la cité d'Ildebad en Dranvelt et la cité de Vod en Sylvanie. À quoi elles ressemblent ces cités? Vildland, cité de Storhavn. Ah la vache, ça va m'accrocher la gueule. Ok, visuel sympa. On peut faire une récupération en dépensant 2 points de chronique, peut-être pour gagner 2 runes de Schmeul. Si on se rend dans la cité de Magnord, dans la région de Magnord, on a le même visuel, oui. On peut faire en récupération 2 points de chronique pour gagner une rune de feu. Dans la cité d'Ildebad, dans la région de Dranvelt, c'est pour gagner une rune d'air. Et dans la cité de Vod en Sylvanie, ça permet de gagner une rune de nature. J'ai pas encore les bons noms en tête, hein, mais, ok, donc, bah, ces cartes-là, on va venir les placer dans les régions concernées. Et c'est là où notre plateau de jeu va commencer à se remplir gentiment. Alors, en Sylvanie, on peut se rendre à la cité de Vod. Tac. Alors, c'est très chiant à mettre, ce sera moins chiant à retirer. Ok. En Wildland. Wildland. Le Wildland, c'est au nord-est. Hop. Alors peut-être que ça va s'assouplir au fur et à mesure des parties. Dans la région de Magnord, qui est du côté ouest. Tac. Et la cité d'Ildebad en Dravelt. Dravelt, c'est au nord. Ah, j'ai dû lui titiller un petit peu trop fortement le corps à elle, parce que j'ai juste à faire ça et ça y va. Donc il va peut-être y avoir un travail d'assouplissement sur les
les pochettes. Ok, donc nous voici avec 4 régions au début en tout cas, à aller explorer. On serait comme ça. Alors Villerion, il ne sait pas trop où aller pour l'instant, hein, on va nous le dire. Puisque on va enchaîner avec... Ah oui, alors ça c'est pour la mise en place de la toute première aventure. Et de l'autre côté, c'est la mise en place lorsque l'on a une partie en cours. Alors, lors de la première aventure, des cartes ont été logées dans les pochettes de différents plateaux. Les héros ont progressé en faisant l'acquisition de cartes et en améliorant éventuellement leurs prouesses. À partir de la deuxième aventure, effectuez les étapes suivantes. Chaque joueur prend les éléments suivants. Alors, ces cartes compagnons. Ah, on peut avoir des compagnons, ça j'aime bien. Que l'on place face visible au-dessus de son tableau de bord de héros. Oh my god. Ah, putana de la putana. Ça veut dire qu'on a besoin de place au-dessus. Bon, les réglettes pour que les cartes soient positionnées comme ça. Bon, ok. Ces cartes titres. Alors, les cartes titres, c'est sur le côté gauche, là. Ces cartes titres, choisissant jusqu'à 4 d'entre elles qui seront utilisées dans l'aventure. Il les place face visible dans les emplacements titres de son tableau de bord. Les cartes restantes sont regroupées en un paquet visible, placé à proximité du plateau. Les runes des 4 titres actifs s'il en a, qu'il place dans son sac. Ah oui, un titre nous donne un bonus de runes. Les cartes objets qu'il regroupe en même temps que son objet de départ en un paquet face visible, placé dans l'emplacement objet. Ce paquet n'est pas mélangé. Le joueur décide de l'organisation de son paquet objet. Ok, donc on le consulte comme on veut. Ses pions, points d'expérience qu'il place à côté de son tableau de bord. Ouais. Ses cartes prouesses correspondant à son niveau actuel qu'il regroupe en un paquet face cachée sur l'emplacement prouesse. Et les cartes prouesses du prochain niveau qu'il regroupe en un paquet face cachée dans les améliorations de prouesse. Si nécessaire, placez toutes les prouesses ultimes si vous n'avez pas déjà amélioré toutes les cartes de niveau 1 au bas du paquet. Oui, ça c'est ce qu'on a fait. On a 2 prouesses ultimes, la sonate et le chant du repos ultime. Alors, les noms sont vraiment sympas là, hein. Le chant du repos ultime. Bon, sonate, c'est une sonate. Barde de bataille, frappe, hymne divin, douce mélodie, chant railleur, ballade des braves. Ouais, c'est sympa. Alors, une remarque en rouge. Ah non, non, non. D'abord, ensuite résolvez les effets sabliers. Alors, est-ce qu'on a un mémo des... Ah, pas du tout. Ça, c'est ballot. Un mémo des symboles, c'est toujours très utile, ça. Donc, les effets, oui, sabliers. Remarque. Bien que cela ne soit pas conseillé, les joueurs peuvent changer de héros au cours d'une campagne en réinitialisant totalement le héros en jeu. Les cartes histoire qu'il a déjà acquises sont réparties entre les héros restants et le nouveau héros part de zéro. Changer de héros d'une session à l'autre ne constitue pas le meilleur moyen de progresser. En effet, ces héros resteront en retrait et avanceront plus lentement que les autres, en plus de causer une narration fragmentée. D'accord, donc contrairement à beaucoup d'autres jeux typés crawler, où on est autorisé à changer de héros, et on fait un ajustement de niveau. Bah, je reprends Gloomhaven par exemple. On pourrait très bien changer de héros sous certaines conditions et on réajuste. Alors là, pour l'instant, on ne nous a pas dit que l'on pouvait jouer pour une aventure seulement 2 héros. Faire la campagne à 2 héros. À chaque fois, on nous parle de 4 max. Ça viendra peut-être plus loin.
Ah, on va rentrer dans le dur. Aperçu du jeu. Au début de la partie, les joueurs lisent l'entrée d'introduction dans le livre des sagas, avant de suivre les instructions données, ainsi que les éventuels embranchements. Le jeu se déroule ensuite en une succession de rounds. Chaque round est divisé en plusieurs phases, définies par les cartes de la zone des phases du plateau aventure, durant lesquelles les héros vont voyager d'une région à une autre, engager des combats, interagir avec des lieux et des personnalités sur le plateau, dans le but d'atteindre un point d'intérêt qui leur permettra de progresser dans le déroulement de l'aventure. Quand un héros ou un groupe interagit avec un point d'intérêt, il est redirigé vers le livre des sagas, dans lequel l'histoire du jeu se développe, évolue en fonction des décisions ou des performances des joueurs lors des tests, ce qui va déterminer les objectifs futurs des héros. Les joueurs poursuivent la lecture du livre des sagas jusqu'à la découverte d'un nouveau point d'intérêt, après quoi ils referment le livre et le mettent de côté avant de passer à la phase suivante. Le jeu se déroule de la sorte jusqu'à ce que les joueurs atteignent l'entrée finale du livre, voire colonne de droite. Ah oui, entrée du livre. Ok. Ok, ok. Donc ça va être un ping-pong, non pas avec des cartes narratives, mais comme on en a aussi l'habitude, avec un livret de saga qui comporte 20 histoires, 126 pages. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans le livre des sagas, on aurait des quêtes annexes. Ou alors les quêtes annexes qui apparaîtraient sur le plateau du monde, ce serait juste via des cartes. Sinon, on a bien 20 sagas. Alors, on aurait 20 sagas, oui c'est ça, 20 sagas. Une aventure, ça va être une saga. Et on a bien 20 sagas puisqu'on a 20 fiches à venir placer dans le plateau de l'aventure, justement. Donc c'est foutu comme ça. On a les paragraphes, toujours un titre. Alors c'est pareil, l'enfant de la lumière. Comme les noms de certaines cartes, ça claque sa mère, ça. La saga qui s'appelle l'enfant de la lumière. Moi, ça me va, hein. On a toujours un bandeau. C'est dommage qu'on n'ait pas un visuel beaucoup plus grand. Mais on a un bandeau qui reprend le nom de la saga, qui est assez fun. On a 4 nains là qui discutent sur une tête coupée. On a l'introduction, puis après, on va être renvoyé selon ce que l'on veut faire. On va être renvoyé de chapitre en chapitre. Et systématiquement, de ce que j'avais vu comment, au déballage de 4, on a 5 pages. Je crois que j'avais dit 7 pages, mais non, on a 5 pages de d'aventure. C'est morcelé comme ça à chaque fois en 5, pardon, 5 pages. Donc, ça, moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît beaucoup. Alors, règle de base. Là, on avait un aperçu du jeu, hein. On va suivre les phases sur le plateau. Et puis, on va faire un ping-pong comme ça dans le livre des sagas, selon les points d'intérêt, selon ce que l'on va déverrouiller. Maintenant, règle de base avec un point important. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu narratif, l'histoire va parfois introduire de nouvelles règles, pouvant conduire à des situations qui ne sont pas décrites dans ce livret. Dans un tel cas, les règles présentées sur les cartes et dans le livre des sagas prévalent sur celles de ce livret. On n'est pas à l'abri d'avoir certaines surprises donc. Le livre des sagas constitue l'élément central de Trudvang Legends. Pourvu d'une multitude de choix, d'énigmes et d'embranchements, le livre sert de guide à chacune des aventures du jeu, formant ainsi une campagne interactive se déroulant dans un monde façonné par les décisions et les performances des joueurs. Le livre des sagas est divisé en aventures et en quêtes annexes. Ah bon, j'ai la réponse. Aventures et quêtes annexes. Pour jouer une aventure ou
Une quête annexe, vous devez d'abord en avoir déverrouillé la carte. Les aventures sont obligatoires. Une fois déverrouillées, elles doivent être jouées afin de faire progresser la campagne. Elles ne sont jamais défaussées. Lors d'une aventure, les héros gagnent des points d'expérience quand ils ont vaincu leur ennemi. Par contre, les quêtes annexes sont optionnelles et peuvent être jouées à tout moment et dans n'importe quel ordre entre deux aventures principales. Ah, ça c'est cool. Sauf indication contraire, les héros ne reçoivent pas de points d'expérience pour avoir vaincu leur ennemi au cours d'une quête annexe. La plupart de ces quêtes ont une durée de vie limitée. Ah, et bien encore une fois, Fate Forge, on avait des quêtes annexes qui n'étaient présentes que deux ou trois sessions de phase de repos. Et après, elles disparaissaient. Donc la plupart de ces quêtes annexes ont une durée de vie limitée. Lorsque la campagne a atteint un certain point, des instructions du livret des sagas vont les retirer du jeu, car trop de temps s'est écoulé et que les intrigues des quêtes annexes n'ont plus vraiment de rapport avec les événements en cours. Je suppose que ça va être aller délivrer un tel, aller se renseigner sur tel point. Bon, on verra. Les quêtes annexes ne sont pas essentielles, mais leur impact sur le jeu est indéniable. Elles vont fournir aux héros informations, objets, compagnons et personnalités qui se révéleront fort utiles et influeront également sur les embranchements des aventures principales, pouvant ainsi modifier le cours de la campagne. Ça m'amène à me dire que en rejouabilité, on pourrait débloquer certaines choses que l'on n'a pas envie de vivre sur un premier jet et éventuellement y revenir. Là, j'y vais avec des pincettes parce que si c'est bien fait en termes de gameplay, oui, ça a un réel intérêt d'aller faire des choix différents. Bien souvent, on ne rejoue pas au jeu quand on l'a fini, quand on a du dungeon crawler ou du land crawler. Mais encore une fois, si c'est bien fait. Ça me ramène à Fate Forge. J'avais noté vraiment sur une feuille à part tous les choix que j'avais eu à faire au cours de la campagne de base, parce que ça peut être sympa d'aller découvrir les autres aspects et de déverrouiller d'autres choses. Même chose avec Nova Etas Renaissance. C'est un jeu qui m'interpelle pour y rejouer de façon différente. Alors peut-être que c'est une évolution qu'il y a eu sur les 3-4 dernières années dans le développement de ce type de jeu, hein, pour le gameplay. Inciter beaucoup plus, donner beaucoup plus envie aux joueurs d'aller refaire une partie. C'est possible. Pourquoi je dis depuis 3-4 ans? Parce qu'avant, franchement, on faisait une campagne, on passait à autre chose, hein. Alors que, alors que, on verra. Dans le jeu, le terme aventure englobe à la fois les aventures principales et les quêtes annexes. Chaque aventure ne peut être jouée qu'une seule fois lors d'une même campagne. Ouais, alors ça a un autre impact pour moi, c'est que visiblement, si on échoue à une aventure, on va continuer de progresser. Et ça me plaît beaucoup. On va pas être obligé de refaire l'aventure. Alors, j'espère ne pas me tromper. Généralement, moi, je ne rejoue pas une aventure, hein. J'avance en me pénalisant, mais ça me permet de garder un aspect jeu de rôle où quand on échouait à un scénario de jeu de rôle, bah, on continue d'avancer. Alors les entrées du livre, là ce sont les entrées du livre des sagas, hein. Chacune des aventures ou quêtes annexes présentées dans le livre est constituée d'un certain nombre d'entrées qui forment les différentes parties de l'histoire. Ces entrées sont divisées en 3 catégories. Introduction, entrée numérotée et la fin. L'introduction fournit le contexte de l'aventure en indiquant ce qui nuit à la contrée ou au héros et ce que l'on attend de ces derniers.
L'introduction détaille également les instructions spécifiques de mise en place, indique la région de départ des héros, les ennemis qui rôdent et quelle carte ennemie utiliser. Ok. Cette entrée révèle habituellement un point d'intérêt qui constitue l'objectif que les héros doivent atteindre pour progresser dans l'histoire. Ensuite, on va avoir des entrées numérotées, constituent le corps de l'aventure. Elles sont classées dans le désordre pour éviter de gâcher le plaisir de la découverte, ainsi que pour prendre en compte les embranchements possibles. Chaque entrée porte un numéro et ne peut être lue qu'une fois que le livre ou qu'un point d'intérêt demande de le faire. Les entrées peuvent contenir des décisions qui incombent au héros, des instructions, des tests ou révéler des points d'intérêt sur lesquels enquêter. Et enfin, l'entrée de fin, c'est l'entrée finale qui indique la fin d'une aventure. À l'instar des autres entrées, la fin peut contenir des instructions auxquelles les héros doivent se plier en fonction des choix effectués et des résultats obtenus lors de son déroulement. Une aventure peut avoir plusieurs fins. Ah, c'est bien ça. Mais ça prend une bonne tournure au niveau de mon envie de m'y plonger de plus en plus. D'accord. Alors attendez, je vais faire un break glouglou. 1h40 là. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. On est à la 11e page et j'ai envie de continuer. Je suis à vous dans 3 secondes. Bon, 6 secondes, ok. Alors franchement, c'est bien. Jusqu'à présent, pas de, pas de remarques particulières. Alors si, j'en ai fait des remarques. Et ça, il faudra que je le note pour la vidéo sur l'avis de Trudvang Legends. Les points négatifs, la place que prend un plateau de héros, les pochettes sleeve qui sont un petit peu non, c'est pas un petit peu, qui sont galères à manipuler. J'espère qu'on a un réel intérêt avec le plateau d'aventure parce qu'il prend beaucoup de place pour le jeu. J'espère que c'est pas beaucoup de place pour pas grand chose. Et puis, ouais, non, bien, bien, bien. Alors, agir en groupe. N'oublions pas qu'on est sur du coop total. Les héros qui se trouvent dans une même région sont considérés comme étant en groupe. Chaque fois qu'un effet de jeu s'applique au groupe, il affecte tous les héros situés dans la région concernée. Si la région ne contient qu'un seul héros, celui-ci est affecté. De la même façon, chaque fois que le jeu renvoie à la présence d'une classe, d'un objet, d'un compagnon, d'un pion ou de tout autre élément d'un groupe, seuls les héros présents dans la région peuvent vérifier s'ils remplissent la condition. Quand un groupe gagne un pion ou une carte histoire, les joueurs dont les héros composent le groupe décident collectivement qui reçoit ce pion ou la carte histoire. Donc si mon gars Valérion, il est dans la région de Dranvelt et que Vorg est dans la région de Filg, eh ben, on a des monogroupes. Alors les gars, comment vous allez vous en sortir? Alors ce qui est intéressant, c'est que un texte pourrait très bien dire gagner une rune de feu si vous êtes un guerrier. Et auquel cas, Valérion ne gagnerait pas cette rune parce que c'est un barde. Voyage en terre du milieu. Avec un aspect de jeu qui a une certaine importance, est-ce qu'il est bon de se séparer ou de tout le temps rester en groupe? Ah, bonne question. Allez, on va laisser Volgre avec Valérion là pour l'instant. Félérion, pardon, c'est pas Valérion, c'est Félérion. Revenons à nos moutons. Alors là, on est toujours dans l'aperçu du jeu.
Ah, après, par contre, ici, on passe aux règles de base. Là, on avait aperçu du jeu, et là, on attaquerait les règles de base. Alors, dans ce cas-là, c'est peut-être le bon moment pour faire le break. On va avoir pas mal de règles de base, hein. Page 12 à... Bah oui, c'est parfait, ça. De la page 12 à 22, enfin 21 plutôt, on est toujours sur les règles de base. Et après, on enchaîne avec le déroulement du jeu. Donc, ce serait pas déconnant de faire prochaine vidéo sur toutes les règles de base. Ça fait beaucoup de pages pour de la base, hein. La vache. Ah bah ça peut construire le nombre de vidéos qu'on ferait alors. J'ai dit après les règles de base, on aurait le déroulement du jeu. Ouais, il y a pas mal de pages aussi. Ok. Page 22 à 32. Ah non, 22 à 31. Ça ferait l'objet d'une troisième vidéo. Et puis après, resterait plan d'aventure, héros vaincu, le jeu en solo et un glossaire. Ah, très bien, ça, j'avais pas vu. Ou je ne m'en rappelais plus. Page à photocopier. Important pour avoir les noms, les symboles. Parfait. Bon, bah en 4 vidéos max, hein, dans l'idée, on va pouvoir balayer le contenu total des règles de Trudvang. J'ai dit que je remettais à la page 12 et je reprendrai à cette fameuse page 12. Bon, maintenant qu'on voit un peu mieux comment ça se construit, cette histoire-là, je vais pouvoir m'intéresser aux gains de place, notamment sur les côtés, en remettant les fameuses réglettes que j'avais achetées pour Fate Forge, justement, et qui étaient très utiles, en espérant qu'on ait suffisamment d'espace, mais pour que les cartes soient positionnées dans ce sens-là. Pareil sur ce côté gauche, avoir à l'usage. Et puis, cette histoire de plateau. Alors, ça, je vais m'en occuper aussi avant la prochaine vidéo, de remettre tout ça correctement. Il faudra que ce soit pas très loin. Sur ma gauche, c'est pas déconnant pour aller le chercher facilement. Et va falloir aussi s'intéresser à comment faire pour ce plateau. Là, je peux pas me permettre de le garder ou alors de le garder là devant moi, puis d'aller le prendre comme ça, de le retirer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous voyez là, je le soulève juste d'une main comme ça fait bien sûr la courbe parce qu'on a un certain poids ici. Ça a l'air assez costaud là, sur la pliure. Après, autant aller le chercher au milieu. Bon, là, c'est de la réflexion en cours d'eux. Parce que finalement, sur ce plateau-là, mis à part le jeton de phase, tout le reste, ça craint pas. Alors ça, pour le coup, c'est un super avantage. Elles craignent pas se barrer, hein, ces cartes. Donc, donc ça peut être pas mal. Ah, j'ai une autre idée. Oh, ma race, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, Friedrich. Ouais, au moins sur le démarrage. Je verrai. Je verrai en cours de gameplay. Ok. Bon, bon. En conclusion, je vais vous dire que ça me plaît beaucoup. Sur ce début-là, c'est vraiment très très bien. Ça m'incite à continuer la peinture. Alors tranquillement, hein, je vous rappelle que par rapport au planning que j'ai fait sur les 2 mois et demi à venir, ma foi, on a le temps. J'ai le temps d'avancer sur la peinture, j'aurai le temps d'avancer sur le mémo, mais c'est un jeu que je commencerai après m'être mis au point de tout ça. Donc, pour vous rappeler, remettre ça en tête, c'est après du Nemesis Lockdown et c'est après du Warhammer Quest, la Cité Maudite, où on ira
tranquillement sur Trudvang Legends. Je vais vous laisser là. J'espère que ce format continue de vous plaire et que vous me retrouverez aussi pour m'accompagner dans le second épisode de cette lecture et découverte des règles de Trudvang Legends. Je vous dis donc à très vite. Salut, salut.